rencontres, discussions, débats sur la crise ukrainienne et le désordre géopolitique mondial avec deux professeurs, le professeur Oreste Fopiani qui est à Webster University avec qui nous organisons régulièrement des événements et nous en sommes très, très heureux. Donc il est professeur associé à Webster et notamment chargé du centre de recherche, enfin des recherches liées au Centre d'études européennes et méditerranéennes de la New York University. Et puis comme invité spécial, Monsieur Eugenio Di Rienzo, qui est professeur à l'Université de Rome, rédacteur en chef de la revue Nuova Rivista Storica, et qui a écrit le livre Il conflitto russo-ucraino geopolitica del disordine mondiale, voilà, que j'ai lu. Je ne suis pas familier avec l'italien, mais je dois dire que vous écrivez de telle manière que pour un francophone, on comprend et on lit avec plaisir votre livre, qui est tout à fait passionnant. Alors voilà, merci encore d'être là. Et puis, je vais vous faire signer, comme le veut notre petite tradition, notre livre d'or. Voilà. Et après, je passe la parole peut-être à M. Fopiani pour une introduction. Ici? Oui, 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 oui. Et puis, on va lancer le débat. Voilà. Et puis, je vous remets un petit souvenir pour notre ami italophone. C'est des dessins. Pour vous, M. Fopiani, je ne sais pas si vous l'avez déjà. Je le reçois tous les années, mais je voilà, le garde. Voilà, très bien. Plus. Encore un de plus. Très bien. Alors, je vous laisse la parole. Très brièvement, merci de l'accueil. Je suis très heureux d'avoir pu organiser, grâce au capsule de la presse, M. Guimettan, cette rencontre pour avoir une idée un peu plus claire de ce qui s'est passé et qui se passe en Ukraine avec la crise russo-ukrainienne, pour deux faits. Le premier, c'est que quand je vais rencontrer par hasard sur un train M. Mettan, il venait de parler de son livre en France. Moi, je venais de casser mon trolley à la sortie du train. Un Samsonite, un trolley américain qui doit être solide, indestructible. Mais en effet, j'ai cassé une petite roue en descendant du train. Alors, j'ai dit, bon, moi, je connais un professeur de Rome qui a écrit un livre sur la crise russe-ukrainienne et je pense que vous devrez vous rencontrer et vous confronter parce qu'il a plusieurs choses à dire, notamment qu'il y a un déséquilibre dans la façon dans laquelle les médias occidentaux, plutôt états-uniens, traitent cette affaire. Et ça, c'est la raison de ces rencontres. Merci à Eugenio pour être venu à Genève et merci à Guy pour cette rencontre. Je laisse la parole à Eugenio. Merci. Merci. Je remercie le club suisse de la presse, les organisateurs pour cette invitation. Hélas, mon français c'est un peu rouillé, et donc je parlerai en italien, mais Oreste fera une traduction. Per la maggior parte della seconda metà del XX secolo l'Unione Sovietica ha controllato l'Eurasia, dalla Germania orientale al Pacifico, dal Caucaso all'Hindukush. Dopo il 1991 la Russia ha arretrato la sua frontiera occidentale a est di quasi 1000 chilometri, dal confine tedesco alla frontiera con la Bielorussia. In questo modo il potere di Mosca è indietreggiato verso oriente più di quanto mai era accaduto nel passato. Dopo il disfacimento dell'impero sovietico, Kiev ha iniziato la sua lunga, non rettilinea marcia per arrivare a un allineamento con l'Europa occidentale e gli Stati Uniti e a un allontanamento dalla Russia. Questo processo ha rappresentato un punto di rottura nella storia russa. Il recente colpo di Stato in Ucraina è stato il momento in cui la guerra fredda è definitivamente finita per la Federazione russa. I cittadini di Mosca, San Pietroburgo, Volgograd, Novgorod, Vladivostok hanno giustamente interpretato la rivoluzione di Maidan come il tentativo degli Stati Uniti di spingere l'Ucraina nella NATO e quindi di preparare il terreno
per la definitiva disintegrazione della Russia come grande potenza. Pour la plupart de la deuxième moitié du XXe siècle, pour la plupart de la deuxième moitié du XXe siècle, l'Union soviétique a contrôlé l'Eurasie à partir de l'Allemagne orientale au Pacifique, du Caucase à l'Hindoukush. Après 1991, décembre 1991, la Russie a rétréci sa frontière occidentale à est de presque 1000 km de la frontière allemande, de la frontière avec la Biélorussie. Ainsi faisant, le pouvoir de Moscou est allé plus vers l'Orient que jamais passé dans les années 30, 40 et 50. Après la défaite de l'Empire ou le démantèlement de l'Empire soviétique, Kiev a commencé sa longue mais pas rectiligne marche pour arriver à s'aligner avec l'Europe occidentale et les États-Unis et à s'éloigner de la Russie. Ce procès a représenté un point de fracture dans l'histoire russe, parce que l'Ukraine et la Russie étaient toujours considérées comme un unicum. Ce procès et aussi le dernier coup d'État en Ukraine a été le moment dans lequel la guerre froide a été terminée pour la Fédération russe. Les citoyens de Moscou, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Novograd, Vladivostok ont justement interprété la révolution de Maïdan, Nezalezhnosti, comme la tentative des États-Unis de pousser l'Ukraine vers les bras de l'OTAN et donc de préparer le terrain pour la désintégration définitive de la Russie comme grande puissance. Se Washington riuscirà davvero a inserire stabilmente l'Ucraina nel blocco occidentale, la Russia diverrà automaticamente indifendibile. Il confine meridionale con la Bielorussia e la frontiera sud-occidentale non offrirebbero infatti alcun ostacolo all'ingresso di un potenziale invasore. Dopo aver assistito a questo tentativo di minare le basi geostrategiche della sua sicurezza, Mosca è tornata con maggior forza a promuovere una strategia in grado di riaffermare la sua sfera di influenza storica nelle aree dell'ex Unione Sovietica. Anche se il limite degli interessi strategici della più grande nazione slava resterà a lungo materia di controversie, è certo che la ritirata della Derzava, potenza russa, è terminata nella notte del 23-24 febbraio 2014, quando un ben orchestrato coup de main, presumibilmente portato a termine con la complicità di una parte delle cancellerie occidentali, defenestrò il presidente filorusso dell'Ucraina, Viktor Yanukovych. Gli Stati Uniti e i paesi del vecchio patto di Varsavia cercheranno sicuramente di arrestare la riconquista russa. Ma anche se la Russia non riuscirà a riconquistare il suo status di potenza globale nel prossimo decennio, essa lotterà comunque con tutte le sue forze per restare almeno una grande potenza regionale. E questo non potrà non portare a un conflitto, caldo o freddo si vedrà, con la NATO, l'amministrazione statunitense e i Big Three dell'Unione Europea, Berlino, Parigi, Londra. Si Washington arrivera vraiment à insérer dans une façon stable l'Ukraine dans le bloc occidental, la Russie deviendra automatiquement indéfendible, c'est-à-dire la frontière méridionale avec la Biélorussie et la frontière sud-occidentale ne ferait plus aucun obstacle à l'entrée d'un potentiel envahisseur. Après avoir témoigné cette tentative de miner les bases géostratégiques de la sécurité russe, Moscou a pu rentrer avec une puissance majeure pour promouvoir une stratégie qui puisse réaffirmer sa sphère d'influence historique dans les régions de l'ex-URSS. Même si la limite des intérêts stratégiques de la plus grande nation slavique restera longtemps un sujet de controversie, c'est sûr que la retraite de la puissance russe, Derzava, est terminée la nuit du 23-24 février 2014, quand il y a eu un bien planifié coup d'État, peut-être avec la complicité des chancelleries occidentales pour chasser le président philorusse Yanukovych. Les États-Unis, les pays du vieux pacte de Varsovie, essayeront sûrement d'arrêter cette reconquête russe,
Mais si la Russie n'arrive pas à reconquérir son statut de puissance globale dans les prochains 10 ans, elle luttera de toute façon avec toutes ses forces pour rester au moins une grande puissance régionale. Et cette décision portera sûrement à un conflit, chaud ou froid, on le verra plus tard, mais le conflit est sûr qu'il sera un conflit avec l'OTAN et aussi l'administration des États-Unis et les trois grands États, grandes puissances de l'Union européenne, c'est-à-dire Berlin, Paris et Londres. La frontiera russo-europea tornerà ad essere, come nel passato prossimo, una linea di faglia, una frattura che evidenzia la contrapposizione di grandi spazi geopolitici fatalmente destinati a entrare in rotta di collisione. È errato e irragionevole, infatti, parlare di Europa come se si trattasse di un'unica entità politica. Non lo è, nonostante l'esistenza del fragile sistema guidato da Bruxelles, perché il nostro continente è ancora costituito da stati-nazioni sovrani mossi da interessi divergenti e conflittuali. Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia e gli stati baltici sono nella NATO, dove domani entreranno molto probabilmente Moldavia, Georgia, Ucraina, Finlandia, Svezia. Anche la Bielorussia è a rischio e quando un'altra sollevazione di piazza spontanea oppure manovrata come quella di Kiev o in alternativa una rivoluzione di palazzo obbligherà Minsk a ripudiare la sua lealtà verso il Cremlino, un potenziale schieramento avverso a Mosca sarà penetrato più profondamente verso il cuore del territorio russo di quanto abbiano fatto le armate del Terzo Reich durante la grande guerra patriottica del 1941-45. Pressato dalle enormi difficoltà economiche e militari, il nuovo governo di Kiev difficilmente potrà sfuggire al suo eterno destino di Stato marionetta, i cui fili saranno tirati questa volta dalla Casa Bianca e dalla Cancelleria di Berlino. Se questo governo avrà la forza di sopravvivere e di consolidarsi, la posizione della Russia nello scenario internazionale sarà quella di un gigante incatenato, costretto a difendersi senza poter attaccare o contrattaccare. Nemmeno la minaccia di interrompere le forniture di gas naturale verso l'Europa le permetterà di porre rimedio a una situazione di insanabile e gravissima vulnerabilità strategica. Allora il futuro della Russia si assumerà nell'unica parola che nessuna nazione dovrebbe mai essere obbligata a pronunciare: incertezza. La frontière russe-européenne deviendra à nouveau, comme dans le passé, une ligne de faille, c'est-à-dire une fracture qui peut bien souligner la différence entre les grands espaces géopolitiques destinés à entrer en route de collision. Et c'est erroné et pas raisonnable de parler d'une Europe comme si c'était une entité politique unique, sans faire de distinction. Ce n'est pas une seule ou unique identité politique, surtout dans le système très fragile guidé par Bruxelles. Parce que notre continent, l'Europe, est encore constitué par des États-nations souverains qui ont des intérêts nationaux différents et un conflit entre eux. La République tchèque, la Slovaquie, l'Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et les États baltiques sont des membres de l'OTAN. Et peut-être dans un futur proche, on aura aussi la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine, la Finlande et la Suède. Même la Biélorussie est à risque et quand il y aura un autre soulèvement populaire, comme on dit, un soulèvement de la place, des rues, ou une manœuvre comme celle de Kiev, il y aura une alternative, une révolution du palazzo, du pouvoir, qui obligera Minsk à renoncer à sa loyauté vers le Kremlin, et un potentiel groupe d'États contre Moscou sera encore plus pénétré profondément vers le cœur du territoire russe, même plus de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1941-1945 avec les troupes nazies. Pressé par les énormes difficultés économiques et militaires, le nouveau gouvernement de Kiev difficilement pourra s'échapper à son éternel destin d'État fantoche dont les fils seront tirés
cette fois par la Maison Blanche ou la chancellerie de Berlin. Si ce gouvernement aura la force de survivre et de se consolider, la position de la Russie dans le scénario international sera celle d'un géant enchaîné, forcé de pouvoir attaquer, contraint de pouvoir attaquer ou contre-attaquer. Même pas la menace d'interrompre les fournitures de gaz naturel vers l'Europe lui permettra de remédier à une situation insaisissable et très grave de vulnérabilité stratégique. Donc le futur de la Russie, on pourra le résumer dans un seul mot que personne ne voudrait jamais entendre: incertitude. Excusez-moi, pouvez-vous utiliser seulement un microphone à la fois parce que ça... C'est pas possible. Non. Non, les deux doivent être ouverts. Quando la guerra fredda terminò, molti si persuasero che le questioni geopolitiche più gravi erano state in gran parte risolte, con l'eccezione di alcuni problemi relativamente minori, come la fastidiosa questione dell'ex Jugoslavia e l'assillante disputa israelo-palestinese. Allora si reputò che i maggiori problemi di politica mondiale non avrebbero più riguardato la difesa dei confini, l'installazione di nuove basi militari, la delimitazione delle sfere di influenza e i conflitti etnici e religiosi nazionali. In quel momento apparve all'orizzonte della storia l'epifania del secolo americano e con esso la promessa di un assetto mondiale giusto, pacifico e duraturo. L'iscrizione virgiliano-massonica incisa nel 1782 sul lato posteriore del Gran Sigillo degli Stati Uniti, Novus Ordo Seclorum, riacquistò nuovamente tutto il suo valore profetico. In Medio Oriente, dopo il dicembre 1991, il predominio delle potenze sunnite, Arabia Saudita, Stati del Golfo, Egitto e Turchia, legate a Washington dal desiderio di stabilizzare questa regione, ma anche da interessi opachi e inconfessabili, garantì il successo della tattica del doppio contenimento verso Iran e Iraq. In Asia si potenziò la preponderanza strategica statunitense, la cui tenuta fu assicurata da una serie di patti di cooperazione politico-militari con Giappone, Corea del Sud, Australia, Indonesia e altri minori alleati. In Europa la sistemazione politico-territoriale post-guerra fredda consentì il ripristino dell'unità della Germania, lo smembramento dell'Unione Sovietica, l'integrazione degli stati dell'ex patto di Varsavia e delle repubbliche baltiche nella NATO e nell'Unione Europea. Quand la guerre froide termina, plusieurs personnes étaient persuadées que les questions géopolitiques les plus graves étaient résolues dans la plupart, avec l'exception de certains problèmes mineurs, comme par exemple la question de l'ex-Yougoslavie et la dispute israélo-palestinienne. À cette époque-là, on pensait que les problèmes de politique internationale n'auraient plus traité la défense des frontières ou l'installation de nouvelles bases militaires. Et surtout la délimitation ou le nouveau projet de sphère d'influence, ou même de conflits ethniques, religieux et nationaux. Dans ce moment, à l'horizon, on a eu l'histoire de l'épiphanie du siècle américain. Et avec celui-ci, la promesse d'un système mondial ou d'un dessein mondial juste, pacifique et durable. L'inscription virgilienne maçonnique qu'on peut lire sur le côté postérieur du grand CEO des États-Unis d'Amérique, qui dit Novus Ordo Seclorum, ou le nouveau ordre de siècle, peut-être a eu toute sa valeur prophétique maintenant, c'est-à-dire un nouvel ordre qu'on peut voir maintenant avec les États-Unis à sa tête. En Moyen-Orient, après le 26 décembre 1991, le pouvoir des puissances et la prédominance des puissances sunnites comme Arabie, les États du Golfe, l'Égypte et la Turquie, liés double fil à Washington dans le désir de stabiliser cette région, mais aussi
avec des intérêts pas très clairs, opaques, garantit le succès de la tactique du double endiguement, double containment, vis-à-vis Iran et Irak. En Asie, on a pu voir le renforcement de la prépondérance stratégique états-unienne, dont la solidité fut assurée par une série de pactes de coopération politico-militaire avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, l'Indonésie et des autres alliés plus petits. En Europe, l'arrangement politico-territorial post-guerre froide put consentir la reconstruction de l'unité de l'Allemagne et le démantèlement de l'Union soviétique et l'intégration des États faisant partie de l'ex-pacte de Varsovie et des républiques baltiques dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Questo momento storico appartiene ormai al passato. Con la rinascita delle ambizioni imperiali di Cina, India, Iran, Turchia, con la destabilizzazione generale del Medio Oriente, provocata ancor più dall'insensata strategia statunitense in quella regione che dalla barbarie sciitista, e soprattutto con la vigorosa ripresa di attività di Mosca in tutti i teatri internazionali, il rassicurante scenario del New World Order si è avviato verso un irreversibile declino. In questa fase la Russia si presenta come una potenza revisionista di media entità, sicuramente dotata di maggiori energie e risorse dell'Iran, ma più debole della Cina. Più abile a muoversi sulla scacchiera geopolitica di quanto sia stata capace di fare la Cina, come ha dimostrato la capacità di Mosca di incunearsi sapientemente nell'alleanza tra Berlino e Washington fino al precipitare della crisi ucraina, ma meno abile dell'Iran a muoversi sul terreno dei conflitti regionali. Pur con molti limiti dovuti in massima parte all'ancora insufficiente modernizzazione tecnologica dell'esercito russo e alla debolezza di un'economia troppo dipendente dal riciclaggio dei proventi derivati dalla vendita di energia, Putin ha riportato un notevole successo nel frustrare i tentativi occidentali di penetrare nello spazio post-sovietico. Ce moment historique appartient désormais au passé avec la renaissance des ambitions impériales de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, de la Turquie, avec la déstabilisation générale au Moyen-Orient qui a été provoquée plus par l'illogique stratégie états-unienne dans cette région que de la barbarie djihadiste, et surtout avec la vigoureuse reprise des activités de Moscou dans tous les théâtres internationaux. Le scénario rassurant de New World, de nouvel ordre mondial, a été mis sur la route d'un déclin irréversible. Dans cette phase, la Russie se présente comme une puissance révisionniste de moyenne entité et sûrement dotée de plus grande énergie et ressources de l'Iran, mais plus faible de la Chine. Plus habile, la Russie à se mouvoir dans l'échiquier géopolitique, même plus que la Chine, comme a démontré Moscou dans sa façon de se positionner très sagement entre l'alliance de Berlin et Washington jusqu'au point de faire précipiter la crise ukrainienne, mais moins habile de l'Iran à se mouvoir sur le terrain des conflits régionaux. Même si avec plusieurs limites dues pour la plupart à l'insuffisante modernisation technologique de l'armée russe et la faiblesse d'une économie un peu trop dépendante de la réutilisation des profits de la vente de l'énergie, Poutine a pu avoir un succès important dans la frustration des tentatives occidentales de pénétrer dans l'espace post-soviétique. Putin ha posto definitivamente fine al conflitto ceceno, disgregato la Georgia, ricondotto il governo di Erevan nell'orbita di Mosca, rafforzato il ruolo dell'organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, sottoscritto da Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, rinsaldato i vincoli di amicizia con Cina, Iran, India, Afghanistan, Siria, Egitto, Grecia, Serbia, mantenuto la presa sulla Crimea e con l'intervento in Ucraina inflitto all'Occidente un'improvvista quanto mortificante sconfitta.
Questo bilancio sicuramente positivo può essere spiegato anche sulla base delle diversità culturali che distinguono il premier russo dai suoi colleghi del fronte euroatlantico. A differenza di Obama, della Merkel, di David Cameron, di François Hollande, di Matteo Renzi, Putin ha letto e meditato il vecchio von Moltke. Da lui ha appreso che ogni promessa di pace perpetua, fatta da una potenza che aspira al dominio mondiale, corrisponde solo a un sogno e neppure a un sogno piacevole, perché quella promessa ha sempre generato soltanto la pace di un cimitero per le sventurate nazioni che hanno creduto a quell'utopia. Poutine a définitivement mis le mot fin au conflit tchétchène. Il a démonté la Géorgie et reconduit le gouvernement d'Erevan dans l'orbite de Moscou et renforcé le rôle de l'organisation du traité de sécurité collective signé par la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan. Il a aussi pu renforcer les liens d'amitié avec la Chine, l'Iran, l'Inde, l'Afghanistan, la Syrie, l'Égypte, la Grèce, la Serbie, et aussi maintenu sa prise, son contrôle sur la Crimée avec l'intervention en Ukraine, infligé à l'Occident une défaite à la fois imprévue et humiliante. Ce bilan, sûrement positif, peut être expliqué même sur la base des diversités culturelles qui distinguent le premier russe de ses collègues du front euro-atlantique. À différence d'Obama, de la Merkel, de Cameron, Hollande, Renzi, Poutine a lu et bien réfléchi sur les mots de von Moltke. Et de von Moltke, il a appris que chaque promesse de paix perpétuelle faite par une puissance qui aspire à la domination mondiale correspond seulement à un rêve et même pas à un rêve plaisant. Parce que cette promesse a toujours généré seulement la paix dans un cimetière pour les pauvres nations qui ont bien cru à cette utopie. Durante la crisi ucraina, Putin ha ricordato al mondo intero che l'orso russo possiede ancora muscoli possenti, artigli forti e affilati e soprattutto un cuore indomito che gli permette di tenere a bada grandi e piccoli avversari. Troppo cinico, troppo disincantato, troppo pervaso dalle ragioni della Realpolitik o forse più semplicemente troppo mosso dall'amore egoistico per la sua patria, il nuovo zar del Cremlino sa inoltre che nessuno degli attuali rivali della Russia sarebbe disposto a morire per Kiev dopo aver cercato di morire invano per Baghdad e Kabul. Per dare un giudizio oggettivo sulla legittimità della risposta politico-militare di Putin al terremoto di Kiev e alle sue conseguenze prossime e remote, bisogna comunque ricordare che la maggiore responsabilità per la creazione dell'imbroglio ucraino appartiene a Stati Uniti e Germania in subordine agli altri soci di minoranza della NATO. Ed è responsabilità di lunga durata. La marcia verso oriente dell'Alleanza Atlantica avvenne infatti al prezzo di una sistematica manomissione degli impegni contratti con Mosca prima della riunificazione tedesca. Nei primi mesi del 1990 il ministro degli esteri tedesco occidentale, Gensker, e il segretario di Stato statunitense, James Baker, consapevoli che i sovietici non sarebbero stati disposti a ritirare le loro forze dalla Germania orientale in assenza di sufficienti garanzie per il futuro, dichiararono formalmente che non ci sarebbe stata nessuna espansione dell'Alleanza Atlantica verso est, dopo il ricongiungimento delle due Germanie, e assicurarono Shevardnadze e Gorbaciov che mai e in nessun caso la giurisdizione della NATO e quella dell'Unione Europea avrebbero potuto estendersi alle nazioni dell'Europa orientale. Pendant la crise ukrainienne, Poutine a rappelé au monde entier que l'ours russe possède encore des muscles puissants, des griffes fortes et tranchantes et surtout un cœur indomptable qui lui permet de bien garder, de bien contrôler les grands et les petits adversaires. Trop cynique, trop désabusé, trop pris par des raisons de réel politique, plutôt simplement, soutenu par un amour égoïstique de sa patrie, le nouveau tsar du Kremlin. C'est très bien que parmi ses rivaux actuels, personne serait
disposé à mourir pour Kiev. C'est une phrase très romantique, mourir pour Kiev. Après avoir accepté Qui nous fait souvenir mourir pour Danzig. Oui, c'est pour ça que je pense. Après avoir accepté de mourir en vain pour Bagdad ou Kaboul. C'est-à-dire qu'ils ont des opinions publiques très fortes en Occident surtout. Pour donner un jugement objectif sur la légitimité de la réponse politique militaire de Putin au tremblement, lapsus freudien, au tremblement de terre de Kiev et à ses conséquences prossime et remote. Proche et dans le passé, remote, Oui, lointaine. Il faut de toute façon rappeler que la plupart des responsabilités pour la création de l'imbroglio ukrainien appartient aux États-Unis et à l'Allemagne, et en sous-ordre aux autres actionnaires de minorité de l'OTAN. Et c'est une responsabilité de longue durée. Sur la longue durée, il faut en parler après. La marche vers Orient et l'Alliance Atlantique a pris place, en effet, au prix d'une systématique manomissione. Quand tu casses quelque chose. Non, quand tu casses quelque chose. Boycott. Un boycott, des engagements pris avec Moscou avant la réunification de l'Allemagne. Dans les premiers mois de 1990, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de l'Ouest, Genscher, et le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, Baker, bien conscients que les Soviétiques n'auraient jamais accepté la retraite de leurs forces de l'Allemagne orientale sans des garanties suffisantes pour le futur, déclaraient, les deux ministres, formellement, qu'il n'y aurait eu jamais une expansion de l'Alliance Atlantique à Est, après la réunification des deux Allemands, et ils assuraient, Shevardnadze et Gorbatchev, que jamais, dans aucun cas, la juridiction de l'OTAN et celle de l'Union européenne auraient pu s'étendre aux nations de l'Europe orientale. L'ultimo credibile tentativo di legare la Russia all'Europa fu sperimentato da François Mitterrand, che nel 1990 propose, incansando il tiepido sostegno di Helmut Kohl, la creazione di una confederazione europea inclusiva di Mosca. Il progetto fu bocciato dal Dipartimento di Stato, che invece sostenne la formazione di un triangolo strategico composto da Stati Uniti, Germania e Francia e dominato da Washington. La prima decisione presa dal triumvirato fu l'espansione delle funzioni dell'OCSE, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che annoverava significativamente Washington e Ottawa tra i suoi fondatori. Significativamente e stranamente, in qualche modo. La seconda fu il rinforzamento della NATO, giustificato dall'emergenza provocata dalle guerre di secessione jugoslave. La terza portò al via libera, dato la precipitosa adesione all'Alleanza Atlantica di tutti i vecchi satelliti europei dell'URSS. Anche oggi una possibile soluzione della crisi ucraina resta confinata all'interno di questo direttorio euroatlantico che ormai poggia prevalentemente sull'asse tedesco-statunitense. Dopo che le correnti del Dipartimento di Stato favorevoli al riarmo di Kiev e al suo inserimento della NATO hanno subito una provvisoria battuta di arresto, Obama è stato costretto a delegare la gestione della crisi alla Merkel, che sotto il mantello di un'aggressiva retorica trantista pare volersi muovere in realtà per riallacciare le fila del dialogo con Putin, seppure nell'ambito di una dimensione transatlantica e non più eurocentrica. Nella media durata l'opposizione degli Stati Uniti a una ripresa delle relazioni tra Bruxelles e Mosca è destinata a restare immutata. Così come rimarrà inalterata nel più breve periodo la volontà di Washington di sabotare con manovre rituali e azioni di disturbo la rapallo energetica eurasiatica che lega Russia e Unione Europea. C'è un incubo infatti che aleggia nelle stanze della Casa Bianca, del Pentagono, del Dipartimento di Stato e in quelle che ospitano i comitati d'affari della finanza e dell'industria statunitense. La nascita di un asse Berlino-Mosca che farebbe dell'Eurasia, e cioè dell'Unione Europea e della Federazione Russa, la più grande potenza globale esistente. Le dernier tentative crédible de lier la Russie à l'Europe fut expérimenté par François Mitterrand, qui en 1990 proposa, encaissant le soutien tiède de Kohl, la création d'une confédération européenne inclusive de Moscou.
Le projet fut cassé par le département d'État états-unien qui, contrairement, soutiendra la formation d'un triangle stratégique composé par États-Unis, Allemagne et France, mais dominé, ou mieux dirigé, par Washington. La première décision prise par le triumvirat fut l'expansion des fonctions de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont Genève a vu la naissance au CIGEO, au Centre international des conférences ici à Genève, qui avait comme partenaire Washington et Ottawa, partenaires fondateurs. Et la deuxième fut le renforcement de l'OTAN, justifié par l'urgence provoquée par les guerres de sécession yougoslave. La troisième amena à la via libera, au feu vert, donné par l'adhésion à l'OTAN de tous les vieux satellites européens de l'URSS. Mais maintenant, une possible solution de la crise ukrainienne reste isolée à l'intérieur de ce directoire euro-atlantique qui désormais s'appuie sur l'axe états-unien-allemand. Après que le courant du département d'État américain favorable au réarmement de Kiev et à son insertion, à son membership, appartenance à l'OTAN, ont subi un arrêt, Obama a été contraint à déléguer la gestion de la crise à Mme Merkel, qui, sous le manteau d'une rhétorique atlantiste très agressive dans le cadre d'une dimension transatlantique et non plus eurocentrique. Dans la durée moyenne de l'opposition des États-Unis à une reprise des relations entre Bruxelles et Moscou est destinée à rester immutée. Comme restera immutée ou inaltérée dans le court terme, la volonté de Washington de saboter ou boycotter avec des manœuvres irrituelles et des actions de dérangement la si dite Rapallo énergétique. C'est le traité de Rapallo de 1922 quand ils ont pu avoir un règlement du contentieux après la Première Guerre mondiale entre la nouvelle Union soviétique et l'Allemagne, qui lie la Russie et l'Union européenne. C'est un cauchemar, en effet, on peut pressentir dans les pièces dans les bureaux de la Maison-Blanche, du Pentagone, du département d'État, et aussi dans les pièces où il y a les comités d'affaires de la finance, de l'industrie états-unienne. La naissance d'un axe Berlin-Moscou qui transformerait ou qui ferait de l'Eurasie, c'est-à-dire de l'Union européenne et de la Fédération russe, la plus grande puissance globale existante. Merci. C'était bien l'interprétation consécutive. Voilà, absolument. Impromptue. Voilà. Non, merci au professeur Di Rienzo pour son introduction. Merci aussi au traducteur, voilà, qui a bien fait son office. Pour cette présentation, effectivement, tout à fait claire. Une question, effectivement, qu'on peut se poser, c'était aussi, la première qui me vient à l'esprit, c'est par rapport, par exemple, à la Chine. Là, on est resté sur la sphère européenne. On voit que le conflit est global. On voit aussi avec ce qui se passe en Syrie. Et par rapport à la Chine, vous avez dit que la puissance russe était une puissance moyenne à supérieure, mais enfin pas de nature équivalente à celle des États-Unis. Est-ce que vous pensez que ce rapprochement sino-russe est possible? Parce qu'on voit qu'il a déjà été torpillé dans les années 70 avec la division et le fait que Nixon soit venu à Pékin, parce que c'est aussi un moyen de diviser le monde communiste en enfonçant un pieu entre deux, etc. On peut penser que la même stratégie a lieu aujourd'hui. Enfin, comment vous voyez la chose? Donc, c'est les rapports sino-soviétiques, maintenant c'est un rapport réel, un rapport obligé pour la Russie. C'est un rapport aussi innaturel, parce que la Chine, il faut dire que la Chine continue sa marche vers
ovest, vers l'ouest. l'ouest, donc vers l'Asie centrale, cette région, les régions de l'Asie centrale qui sont encore contrôlées de façon indirecte par la Russie. Je pense que nous avons obligé la Russie à se jeter dans les bras de la Chine. Et dans tous les cas, le cœur d'un possible, je me souhaite qu'il sera seulement possible, conflit chaud, ce n'est pas peut-être l'Ukraine, ce n'est pas peut-être l'Europe, mais c'est l'Extrême-Orient, les mers de la Chine. C'est là que la puissance des États-Unis et la puissance de la Chine peuvent entrer en route de collision. Et alors je me demande si l'Occident a gagné quelque chose à jeter la Russie dans les bras de Pékin, quand un probable conflit sera surtout en Extrême-Orient, encore une fois. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres... oui, je t'en prie. Appuie sur le bouton. Ah ouais. Non, on ne peut pas déplacer. Il faut se déplacer. Vous avez sécurisé. Oui, parce qu'autrement, il y a des gens qui... Il est poussé là. Alors, il y aura une nouvelle constellation, puisqu'on estime qu'avant Noël, donc c'est Noël, Merkel sera remplacée par un autre chancelier, sans doute ce sera Schäuble. Et donc ça sera déjà une chose qui changera donc les données entre Moscou et Berlin. D'ici 2 ans ou quoi, en France peut-être il y aura aussi Marine Le Pen, qui est aussi très très moscophile, on peut dire. Donc là, je crois qu'il y a moins de danger de ce slogan mourir pour Kiev. Vous voyez ce que je voulais dire. Alors, est-ce que j'avais encore noté quelque chose? Je ne sais pas. Non, c'est tout. Donc, ça veut dire la Russie aura beaucoup moins à craindre de l'Occident. Il ne faut pas oublier aussi que Obama sera aussi voilà, mis à la poubelle. Hein. Voilà. Je ne serais si optimiste. Pas si optimiste. Parce que si je serais un citoyen russe, je ne serais pas si optimiste pour le futur. Parce que je ne crois pas, mais bon, ce sont des prédictions. Prévision, hein, seulement des prévisions, que Marine Le Pen n'arrivera jamais à entrer dans les salles de l'Élysée. Et je pense, mais ce sont toujours des prévisions, que sera plutôt Sarkozy entrer dans ces salles, et Sarkozy a trahi un des dogmes de la politique gaulliste, parce que Sarkozy fait une politique philatlantique. Il faut se souvenir de De Gaulle. De Gaulle parlait de l'Union européenne, mais disait une Union européenne qui va de Lisbonne à Vladivostok. Sinon, il n'y a pas d'Europe. Et pour ce que je ne connais pas la situation allemande. Je ne sais pas si celui qui se substituera, Oui, qui remplacera Mme Merkel, sera plus ou moins philo-russe, je ne sais pas. Pour ce qui concerne Obama, je pense que là le problème c'est plus grave. Il segretario di Stato attuale si chiama? Madame, il segretario di Stato statunitense. Ah, la secrétaire d'État. Sì, attuale. Non, le monsieur secrétaire d'État, c'est Kerry. Kerry. L'ancienne. No, Madame Clinton. L'ancien secrétaire d'État. Un des candidats qui favorito? Ouais, favorite. Favorite, c'est Madame Clinton. Madame Clinton fera une politique
encore plus agressif que celui d'Obama. Vous voyez, paradoxalement, soit Obama, soit Poutine ont des ennemis à l'intérieur, ont une partie de la guerre à leur intérieur, bien plus agressive que Obama et Poutine. Et donc la situation, je ne crois pas qu'il sera plus rosé, Favorable. plus favorable à la Russie, mais plus favorable à la stabilité mondiale. J'avais une autre question. N'avez-vous pas le sentiment qu'à la faveur de la crise ukrainienne, au fond, on a assisté à un basculement de l'Union européenne et que l'axe Paris-Berlin qui avait structuré cette Union européenne pendant 20 ou 30 ans a désormais disparu au profit d'un axe Varsovie-Berlin et que désormais le relais de la puissance américaine en Europe, c'est plus la Grande-Bretagne qui a été marginalisée, mais l'Allemagne. Et que ça a des conséquences qu'on n'a pas encore analysées pour l'Europe et l'Union européenne. Nous sommes en face d'un problème allemand, encore une fois. Une Allemagne qui est la puissance prépondérante dans l'Europe, mais qui ne veut prendre Qui ne veut pas assumer. ce rôle. Bien sûr, l'Allemagne a un passé qui est lourd. Donc, elle ne veut pas entendre comme slogan quelqu'un qui peut dire bon, nous avons la naissance d'un quatrième Reich. Donc, le comportement de l'Allemagne est parfois énigmatique. Je ne sais pas à ce propos. Pour ceux qui regardent l'Union européenne, je suis d'accord avec vous, monsieur, mais il faut analyser une autre question, une fracture de l'Union européenne. D'un côté, les vieux pays fondateurs de l'Union européenne et de l'autre, les pays de l'Est européen qui ont un rapport privilégié avec les États-Unis. Parce que ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne veulent faire une politique agressive contre la Russie en fond. Ils sont obligés à le faire. Ils ne veulent pas faire cette politique pour maintes raisons, mais surtout pour une raison économique. Le poids des sanctions et des contre-sanctions a frappé l'économie française, allemande et italienne. On parle des pertes de centaines de millions de milliards. Et ils ne sont pas des pertes seulement provisoires, comment si peut dire? Provisoires. Parce que ils sont des pertes à long terme. Parce que, par exemple, l'Italie a perdu les marchés russes pour ce qui concerne les produits agricoles. Parce que la Russie importera certains produits d'autres régions. Peut-être aussi de la Chine. Même la Chine produit des pomodori. Des tomates. On avait parlé de la volaille aussi, que c'est une des choses les plus simples. Des volailles, si. Ils sont des contrats sur 400 cas. Alors, une fois que tu l'as perdu, tu ne peux pas attendre l'année prochaine. C'est vraiment... Si. Et
pendant cette période de sanctions, la Russie a fait finalement quelque chose pour promouvoir son agriculture, hein, qui était restée. Donc, une fracture de l'Union européenne. Une fracture que nous voyons même pour des autres questions. Pour la question de l'immigration, par exemple. La réponse de l'Europe de l'Est a été négative. Il n'y avait pas de profughi. Réfugiés. Il n'y avait pas de réfugiés. Bien sûr, ils n'ont pas ni les moyens économiques, ni les infrastructures, mais ils ne veulent pas les réfugiés. Donc, ce sont les vieux pays fondateurs qui font une politique, pour certains, obligée. Pour l'Italie, Espagne, Italie et Grèce est obligée parce qu'ils débarquent sur nos côtes, donc on ne peut faire. Mais dans les dernières périodes, on a vu que même Paris, même Berlin, Londres, non, veulent faire quelque chose pour ce problème de la migration, que c'est vraiment un problème biblique. L'Europe de l'Est ne veut pas faire ça. Donc, une fracture. Nous avons de plus en plus une Union européenne plus divisée, qui n'arrive pas à avoir une politique étrangère, vraiment européenne, une politique qui veut défendre les intérêts économiques, stratégiques, politiques de l'Europe. À mon avis, une Union européenne qui semble être résignée à être un junior partner des États-Unis. C'est quelque chose qui devrait nous faire penser. Merci. D'autres réactions, commentaires, questions? Non? Écoutez, moi, oui, j'en prie. Permettre pour soit compléter sur le rééquilibre de la politique étrangère états-unienne en Orient. Ça, c'est le signal que on ne parle pas de 5 ou 6 ans, mais dans une vingtaine d'années, le but principal des États-Unis, c'est de renforcer sa position en Orient. La Méditerranée devrait être considérée comme un théâtre, même maintenant, de deuxième niveau. Et l'espoir de la Maison-Blanche est d'avoir un partenaire fiable qui pourrait être l'Union européenne ou sinon l'Allemagne, mais surtout il se base sur le fait que la 6e flotte des États-Unis devrait dans les prochaines 10 ou 15 ans être transférée ailleurs, parce que c'est un coût énorme. Ils ont déjà la 7e flotte en Orient, au Japon, et le coût des forces militaires états-uniennes à l'étranger, même si soutenable maintenant, mais quand on dit maintenant dans la presse ou les experts, c'est peut-être pendant la première administration du prochain président des États-Unis, mais dans 20 ans, il y aura un rééquilibre en Orient où le rôle de la Chine, du Japon et des autres, entre guillemets, petits pays jouera un rôle énorme. Et c'est pour ça que si l'Europe continue à avoir une politique zéro au niveau d'indépendance des États-Unis, on n'aura pas une solution efficace. Pour être indépendant au niveau militaire des États-Unis, parce que ça c'est le but, l'Europe doit devenir politiquement active et aussi militairement indépendante. L'OTAN, on le sait bien, l'OTAN c'est une bonne alliance qui a marché au niveau technique, presque 70 ans de activité opérationnelle, mais toujours avec une dépendance énorme des États-Unis. Alors je pense qu'après 70 ans, peut-être il faut penser à une autre chose. Les forces armées européennes du plan belge et italien, belge et français de 1953-54 peut-être devraient être remises à jour pour avoir des forces armées européennes ou au moins des forces navales européennes qui puissent contrôler la frontière au sud.
Mais ça, peut-être, c'est un pis désir. Il n'y a rien de pratique. Et Eugenio, tu as mentionné ce que je peux appeler un complexe d'infériorité de l'Allemagne qui n'arrive pas à se déclarer comme grande puissance à cause d'un passé très lourd. Mais en effet, tôt ou tard, il faut se déclarer. Parce que sinon, on reste dans une situation pas très claire, où il y aura beaucoup de confusion sur le rôle. Et la chose que j'aimerais voir aussi, ça serait une prise de position de l'Angleterre, que maintenant il est en train de s'éloigner de l'Europe. Et là, comme tu disais, il n'a pas un rôle exceptionnel avec les États-Unis. C'est plus le cheval de Troie des États-Unis dans l'Europe. Hein. Il a sa propre politique. Et même sur les dépenses militaires, ils vont voir une coupure budgétaire consistante dans les prochaines années. Très bien, ben merci beaucoup pour ce complément. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons conclure maintenant. Donc je remercie encore nos deux intervenants et le public qui s'est déplacé pour leur participation. C'est bien. Voilà. Merci.